Et merci donc d'être venus si nombreux pour cette présentation d'une conférence un peu particulière, puisque l'enjeu de cette conférence va essayer d'essayer de trouver des solutions à cette névrose suggérée par le thème de cette manifestation, à savoir la rayure des disques. Alors, au travers donc de cas extrêmes qu'on a étudiés au cours de ces dernières années. Alors, l'idée qu'on avait retenue, c'est d'inviter une jeune journaliste, Claire Wynot en l'occurrence, pour essayer d'aérer un peu les propos, en tout cas d'essayer de les rendre, les fluidifier. Enfin, c'était l'envie du théâtre du Rond-Point que je tenais à remercier quand même. Enfin, d'avoir eu cette idée. Sauf que Claire Wynot est retenue par un problème de transport. Alors, avant qu'elle arrive, je vais revenir rapidement sur les fondamentaux, sur la méthodologie utilisée en psychanalyse urbaine, au travers d'une présentation qui vous est donc proposée par l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et par le collectif Existe, qui est donc l'agence d'architectes à l'origine de cette initiative. Parce qu'il faut savoir en effet que les recherches que vous allez donc découvrir à l'instant, eh bien, elles font partie d'un plus vaste projet qui va donc consister à psychanalyser le monde entier. Qu'on voit ici. Au travers d'un plan biquinquennal, soi-disant. Un plan qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2017, c'est cette année, à 23h à New York, devant le siège de l'ONU. Venez nombreux, puisqu'un vin chaud vous sera proposé lors de la proclamation des résultats. Alors pour l'instant, nous avons psychanalysé près d'une centaine de territoires, beaucoup en France malheureusement. Enfin, on n'a pas pu trop travailler à l'étranger. Alors on a psychanalysé des gros morceaux, j'ai envie de dire, comme Marseille, la communauté urbaine de Bordeaux, la Cube, lors de l'opération Bouillon Cube. Parce qu'on essaye de donner un titre un peu accrocheur à nos travaux pour essayer d'attirer une population qui est souvent intimidée par notre démarche. On a travaillé aussi sur des villes moyennes comme Parthenay, opération Parthenay particulier. Fécamp même pas mal. Hénin-Beaumont, nous le verrons tout à l'heure lors de l'opération Terril en la demeure. Et on a travaillé sur des territoires entiers comme la Camargue, le Cas-Camargue, l'île de Ré, le Carré. Et on a travaillé aussi à l'étranger, donc au Danemark, en Suède, en Belgique, notamment lors du cas Carolo, pour la problématique de Charleroi, parce que les habitants de Charleroi s'appellent les Carolos, il faut le savoir. On a travaillé aussi à Genève, on le verra, et aussi à Alger. Alger, où on a mené donc l'opération Alger-Rennes pour essayer de trouver une alternative entre le concept d'Alger-Roi, les habitants d'Alger, et Algériens, les habitants d'Algérie. Avec à l'esprit l'idée de renarcissiser une ville actuellement en plein désarroi, etc. Alors, à chaque fois qu'on arrive sur un territoire, on mène toute une enquête auprès de ce qu'on appelle entre nous des experts, des gens qui connaissent bien leur territoire, comme des gens du patrimoine, des archives, du monde de l'urbanisme. On va aussi rencontrer les associations, les représentants du monde économique, tout ce qu'on trouve finalement. On va vers des lieux hybrides comme chez Jean-Jean à Vierzon, le Café des Sports de Marseille, l'Élysée Bar d'Annonay, où souvent on puise l'essentiel de nos consommations, de nos informations. Et puis on va voir ce qu'on appelle des toucheurs, des touchers, des druides, des alchimistes, parce que notre pratique a un côté vraiment jungien et ethnopsychiatrique. Et puis on mène sur place ce qu'on appelle entre nous des opérations divan. Comme ici à Vierzon, on reconnaît le fameux Jean-Jean et la façade de la société française, mais il n'y a rien derrière, c'est un vide total, c'est une friche.
Et ces opérations d'Ivan nous permettent de mieux cerner la personnalité de la ville au travers de la parole de ses habitants, comme ici à Marseille, des habitants à qui on propose un questionnaire chinois. On leur demande si Montpellier, là c'est Antigone à Montpellier, si Antigone était un fruit ou un légume, c'est quoi? Si Flers dans l'Orne et c'était un animal, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui ferait plaisir à l'anniversaire de Saint-Nazaire? Quels sont les parents de Angers? Là, c'est Angers. Et donc, on invite la population à s'exprimer. Ici, au Danemark, on voit qu'on a rebaptisé la NPU en Urban Psychoanalysis International Agency, ce qui nous fait youpier, pour bien montrer l'espèce d'enthousiasme qu'on essaye d'insuffler dans l'urbanisme de demain. Alors, toutes ces données recueillies auprès des experts et de la population, nous les compilons à l'agence où on reconnaît ici, on reconnaît Claire Wynot, j'imagine. Oui, Claire. Claire, je finis. Je vous présente les fondamentaux et je suis à vous. Alors ici, à l'agence, on reconnaît les membres fondateurs de la NPU. C'est par exemple Maud Le Floch, alias MLF, alias La Corbusière. C'est quelqu'un qui essaie de trouver des liens entre le monde de l'urbanisme et le monde artistique. Là, c'est Pierre Schneider et Gilles Bourbon, qui sont, eux, alsaciens de formation. Et ils se définissent comme des architectes potentialistes, c'est-à-dire des architectes avec un fort potentiel qui, pour l'instant, n'arrivent pas vraiment à s'exprimer. Là, c'est Fabienne Kemener, alias Fabi, qui est notre agent de liaison. C'est-à-dire qu'elle accueille les représentants des territoires à l'agence pour essayer d'abord de les rassurer, avant d'expliquer notre méthodologie et de demander à ces représentants des sommes d'argent considérables. Ce qui nous permet de travailler, arriver sur place dans les meilleures conditions, notamment au niveau de la restauration. Et Charles, alias Charlie, c'est Charles Althofer, c'est l'urbaniste enchanteur de la NPU. C'est avec lui que je mène les enquêtes et qu'il trouve des projets vraiment étonnants. Des projets, des traitements pour les villes. Parce qu'en fait, en gros, avec tous les éléments qu'on collecte sur place, on essaie de classer tout ça en commençant par mettre en évidence l'arbre généalogique du territoire, même si souvent, vous le verrez dans des exemples, il s'agit plutôt d'un arbre mythogénéalogique, puisque la plupart des ancêtres que nous détectons s'avèrent souvent des ancêtres mythologiques. Après, on regarde comment le territoire traverse les épreuves de l'histoire, que sont par exemple les guerres, les crises économiques, les famines, les épidémies. Mais ça peut être un événement tout à fait anodin, comme une bête descente en 2e division, qui peut affecter des villes fragiles psychologiquement. Je pense par exemple à Marseille, Saint-Étienne ou Lens, puis encore. Et puis tout ça, ça nous permet de mettre en évidence ce qu'on appelle des PNSU, points névro-stratégiques urbains. C'est des endroits de la ville où se focalisent les névroses, où on propose des traitements urbains, des traitements architecturaux, des traitements cathartiques, enfin des traitements un traitement thérapeutique qui s'appelle la cathartitique, disons-le. Et puis, ça peut être aussi des traitements économiques. Tout ça permettant à la ville de guérir de ses névroses et parvenir à son plein épanouissement vers 2060, 2050, si tout se passe bien. Ça, c'est en gros la méthodologie. À cela, on a ajouté assez vite 2 outils qu'on a inventés dans le cadre de l'étude d'un territoire qui s'appelle la zone de l'Union. C'est un territoire, c'était à l'époque un projet de quartier et d'écoquartier situé entre Tourcoing, Roubaix et Wattrelos, dans le Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr, un arbre mythogénéalogique, à vos souhaits, facile
à détecter, puisqu'on avait là trois mères porteuses du projet, et une sorte de grand-mère entremetteuse qui était la communauté urbaine de l'île, qui est un peu située par là. Entremetteuse parce qu'arrivé sur place, on s'est aperçu que les 3 mères porteuses du projet ne s'entendaient pas du tout. Tourcoing-Roubaix se ressemble beaucoup, c'est un peu 2 sœurs jumelles nées au XIXe siècle lors de la révolution industrielle. C'est des villes champignons, des villes spécialisées dans le textile, et qui depuis se font le concours de la plus grande usine, de la plus belle mairie, de la plus haute cheminée, de la plus belle exposition universelle. Et récemment, elles se sont fait le concours de la plus belle piscine, avec le musée de la piscine de Roubaix d'un côté et le centre nautique international de Tourcoing de l'autre. Alors que Waterloo, c'est une petite sœur rurale, un peu intimidée par ses 2 grandes sœurs, et que tout le monde confond avec Waterloo. Ce qui est pour elle une terrible blessure narcissique. Donc, arrivé sur place, on s'aperçoit que rien ne relie ces trois villes, sauf que, lacaniquement parlant, crypto-linguistiquement parlant, eh bien, on voit que dans Tourcoing, il y a un coin. Et c'est un fruit. Le tour, c'est un symbole fort du monde du travail. Dans Roubaix, que les gens prononcent là-bas Roubaix, Roubaix, en hommage à la laine et aux moutons qui ont fait la fortune de la région. Et bien, vous voyez ici qu'il y a une baie. Une baie, c'est aussi un fruit. Et la roue, c'est aussi un symbole fort du monde du travail. Donc, on a affaire à 2 villes issues du fruit de leur travail, avec en corollaire le Waterloo. Watt, c'est la watt que je préfère, c'est aussi le textile. Et le watt, c'est l'unité de mesure de la puissance, donc du travail. Et dans Relos, vous avez solaire à l'envers. Et ça a résonné avec la dimension environnementale de ce projet d'écoquartier. Donc, on voit que lacaniquement parlant, cryptolinguistiquement, le projet devenait tout à coup cohérent. Et ce qui est incroyable avec la zone de l'Union, c'est qu'on a trouvé au même endroit, au même endroit notre première découverte morphocartographique qui consiste cette fois-ci à détecter des formes inconscientes sur la carte des territoires. Et là, sur le plan de Waterloo, je veux dire, eh bien, on voit vraiment se dessiner la forme d'un animal que vous connaissez bien. Effectivement, il s'agit d'un lapin. Et c'était loin d'être une coïncidence parce que en astrologie urbaine, cette fois-ci, le lapin est synonyme de fécondité. Et c'est justement par Waterloo que sont arrivées les vagues d'émigration belge qui ont peuplé Tourcoing et Roubaix. Et pour couronner le tout sur la forme même de la zone de l'Union, on a vite détecté ici un groin, des oreilles, une sorte de queue ici, des pattes arrière, des pattes avant, soit au final un sanglier qui joue au ballon et sur lequel était juché un cavalier. Un cavalier qui a été pour nous le symbole de la présence humaine qui est nécessaire d'insuffler dans ce genre d'écoquartier souvent aseptisé. Et pour attacher ce cavalier au sanglier, on a décidé de mettre un étrier, puis on a décidé de mettre ça là. Et justement, à cet endroit, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait chez Salah, qui est un peu... qui reste encore aujourd'hui le dernier estaminet à avoir résisté à l'attaque des bulldozers. Et qui a été pour nous le symbole du lien social qui est nécessaire d'insuffler dans ces quartiers. C'est pour cela qu'à l'époque, on avait proposé comme projet un réseau d'estaminets, une sorte d'attelage géant. Alors juste pour terminer cette présentation des outils
de psychanalyse urbaine, je voulais vous présenter la découverte la plus belle, je trouve, qu'on ait faite en morphocartographie en psychanalyse urbaine, c'est Villeurbanne. Villeurbanne, dont le centre-ville est constitué par les gratte-ciel que vous voyez ici et qui ont été construits dans les années 30, qui ont été très bien préservés encore aujourd'hui. Et bien, si vous regardez le plan des gratte-ciel de Villeurbanne, vous voyez ici une jambe droite, un pied droit, une jambe gauche, un pied gauche, un bras gauche, un bras droit. Ici, le théâtre, une tête avec 2 yeux. Et l'hôtel de ville, une partie du corps que je vous laisse imaginer. Le tout formant un Goldorak. Un Goldorak en train de se renarcissiser. Et à l'époque, on avait imaginé de prolonger le centre-ville avec un autre super-héros, alias Spider-Man, qui présente l'avantage de lancer des fils d'araignée pour créer du lien social. Et on avait imaginé le concept de Spider ZOB. ZOB pour zone d'occupation bucolique. Un concept cher à l'ANPU parce que ça permet de refertiliser les villes via toutes sortes d'activités destinées à créer du lien social. Donc on a résumé ça dans ce schéma. L'idée étant avec la ZOB de recréer de la vie sociale en faisant le deuil de l'ère industrielle. Donc il y a un monument aux morts dédié aux chères entreprises disparues. On privilégie le commerce de proximité, l'hypomarché pour lutter contre les hypermarchés. Et bien sûr, on favorise l'agriculture urbaine avec une deuxième génération de jardins ouvriers, les jardins chômeurs. Où on produit des produits à forte valeur ajoutée qui sont commercialisés dans des relais H. C'est des cafés fumeurs, bien évidemment. Et puis on a toutes sortes de propositions comme les Hug Centers. Les Hug Centers, Hug, ça veut dire câlin. C'est des lieux d'inspiration bonobiste qui permettent de créer du lien social par les massages, la caresse, la tendresse et toutes sortes d'échanges avec un ou plusieurs partenaires de votre choix. Et puis on a l'hôpital de la dernière chance qui est une manière d'anticiper la fin de la sécurité sociale en invitant les gens à pratiquer la médecine miraculeuse, la médecine de prévention. On a des cimetières festifs pour inviter les gens à mourir dans la bonne humeur, pour lutter contre la surpopulation et le vieillissement de la population. Il y a l'ascenseur spirituel, où on invite les différents courants religieux d'une ville à se rassembler pour aider l'homme à s'élever spirituellement et remplacer l'ascenseur social qui est actuellement en piteux état. Et vous voyez, le tout est les gens sont dispatchés tous les matins via le Pôle emploi. Le Pôle emploi, on vend les gens sur les chantiers, c'est des travaux d'1 heure ou 2, hein, bénévoles. Ce qui fait que les gens changent de métier toutes les heures ou 2 et ils rencontrent plein d'amis. Ils ont plein d'amis et c'est ça qui fait société finalement. Excusez-moi. J'arrête là pour la méthodologie. Laurent Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez peut-être déjà dit. Je suis donc Claire Whitenote. Vous êtes invitée par le Théâtre du Rond-Point dans le cadre de ce festival. Nos disques sont rayés. Nos disques sont rayés, ça saute, hein, les schémas se répètent, ça tourne en boucle, la tentative des extrêmes est présente comme un grand saut en avant. Enfin, quand il y a un problème, que ça saute, on déplace le bras, donc soit en avant, soit en arrière, au risque de provoquer un grand écart peut-être douloureux pour certains. Peut-être une des solutions, c'est aussi, si ça saute, de changer la tête de lecture. Changer de disque, tout à fait. Ou changer de plage, tout simplement. La tête de lecture, ça permet aussi de changer d'axe de lecture et de permettre de trouver une autre façon de sortir de la rayure du disque.
Voilà. Vous nous proposez 6 cases extrêmes. 6 cases extrêmes: Vierzon, Hénin-Beaumont, Genève, Cherbourg, Charleroi, Alger. Alors tout de suite, j'ai été attirée par Hénin-Beaumont, évidemment. Hénin-Beaumont, qui est le fer de lance, la tribune de Marine Le Pen, on le sait, donc qui est une tentation de l'extrême véritablement. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Hénin-Beaumont, c'est intéressant de savoir avec Hénin-Beaumont, c'est que Hénin-Beaumont... Parce que moi, je m'étais dit, c'est drôle, Hénin, Beaumont, peut-être Hénin, personne de petite taille La ville d'Hénin. La ville d'Hénin, voilà, oui, qui du coup, complexe d'infériorité, oui, bien sûr, oui. égale agressivité. Oui, ça c'est c'est une lecture simpliste. Hein. Ça, ouais, non, je ne vais pas vous accabler, mais enfin... ce qu'il faut vraiment savoir avec Hénin-Beaumont, et je pense que c'est pas très connu, c'est que la ville d'Hénin-Beaumont naît en 1970. Avant, elle n'existe pas. En fait, elle naît de la fusion entre Hénin-Liétard et Beaumont-sur-Oise. Hénin-Liétard. Hénin-Liétard. Et dans des circonstances assez particulières, parce qu'à l'époque, la municipalité socialiste d'Hénin-Liétard est en danger à cause de la montée, tenez-vous bien, du parti communiste. Ça se passe dans les années 70, hein, ça fait rêver, mais c'était comme ça. Et pour essayer de trouver des voies de soutien, la municipalité socialiste organise la fusion avec Beaumont-sur-Oise. Il y a beaucoup de socialistes. C'est une fusion qui est mal vécue à l'époque parce qu'on ne consulte pas la population. C'est vécu quasiment comme un viol administratif, en tout cas comme un mariage forcé entre un jeune village rural, un peu bucolique, une jeune vierge rurale, on va dire, et une vieille fille industrielle qui était Hénin-Liétard parce que c'était une ville articulée autour de 7 puits de mine. À l'époque, chaque puits de mine, c'est un petit village à lui tout seul, donc c'est une ville polycentrique. Donc il y avait danger dès l'origine, une tendance à la schizophrénie. L'éparpillement intérieur. Polyschizophrénie dégénérative, bien sûr. Que Hénin-Liétard va essayer de compenser en construisant une basilique énorme au centre de la ville. Sauf que, dans les années 60-70, les mines ferment. Et donc, pour relancer sa libido, quelque part, la vieille fille se marie de force Hénin-Liétard, Beaumont-sur-Oise, qui est distante de 3-4 km. Et de ce mariage, ce qui est intéressant, c'est que va naître un centre commercial géant. Le plus grand centre commercial d'Europe à l'époque, et qui se situe entre les deux villes. Et c'était ce projet. Pont aphrodisiaque entre les deux. Ouais, un lieu de désir, un lieu de jouissance, bien sûr. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va faire provoquer des affaires de corruption. Et ça va attiser l'espèce de déliquescence morale qui fait rage dans les villes, les territoires de tradition minière, qui concrètement ont été pris par tous les trous. Et qui psychiquement sont dévitalisés, dégradés psychiquement, donc déviance, toutes sortes de... Et donc, si vous ramenez à ça la frustration que crée un centre commercial géant sur une population d'une vieille fille industrielle, donc laminée économiquement, ça crée évidemment des tentations extrêmes, bien évidemment. Voilà... dur, comme on dit. Voilà un constat. Alors, quel traitement la NPU... J'ai envie de dire, c'est la vie. C'est la vie, bien sûr. Oui. Ils auraient pu faire un golf avec tous ces trous, finalement. Ça aurait pu... C'est pas bête. Effectivement, ça aurait pu être un traitement, on n'y a pas pensé. Parce qu'au niveau traitement, ce qu'on avait proposé à l'époque, c'est de proposer au directeur du centre commercial, c'est la famille Mullier, pour ne pas la citer, d'installer sur les toits des magasins commerciaux des jardins ouvriers avant d'investir les parkings et aussi les allées des centres commerciaux et d'agrémenter le tout avec des hug centers pour apaiser la sexualité locale qui est vraiment en chute libre. Non, pas en chute libre, justement, qui est un peu déviante, d'autant que Dédé la Saumure rôde dans la région. Il faut le savoir.
Excusez-moi, j'aurais pas dû parler de lui, mais quand même, il a fait énormément de dégâts dans la région. Bien sûr. Je me suis demandé pourquoi ce choix exhaustif. On parlait d'extrêmes, cas extrêmes. Comment est-ce que vous avez choisi ces 6 cas? Qu'ont-ils d'extrême finalement, enfin, si ça si extrême? Alors c'est vrai qu'on aurait pu choisir Marseille, Dunkerque, Brest, Strasbourg. Ce qui en termes d'extrémité aurait été plus... Oui, parce qu'on les a étudiés en fait. Ouais. Mais ce qu'on a préféré choisir, c'est plutôt des cas extrêmes au niveau économique, avec des villes qui sont plus ou moins au fond du trou, au bord du trou, carrément, on les voit même plus, comme Vierzon, Hénin-Beaumont et Charleroi, et des villes qui sont plutôt en pleine forme, comme Cherbourg, Genève, et avec au milieu Alger, qui est plus avec plus l'idée d'étudier la névrose coloniale. Donc on a travaillé sur ces extrêmes, et l'extrême de l'extrême au niveau du trou, du syndrome du trou, qui est un peu la pathologie d'Hénin-Beaumont, mais qui est déculpé, c'est Charleroi. Charleroi, pourquoi? Parce que dans les gènes même de la ville, il y a cette appétence pour le trou, puisque la ville naît au XVIIe siècle, à l'époque où l'Europe du Nord est un vaste champ de bataille, où s'affrontent principalement les Français et les Espagnols. Parce que l'Espagne s'était retrouvée au nord de la France à l'époque, me demandez pas pourquoi. C'est sans doute de la géostratégie. Et à la suite du traité des Pyrénées, on est en 1659, notez le Pyrénées, le pire est né, le pire va naître avec Charleroi. Et là, il y a une pénétration française. Et là, si vous regardez bien la carte, il y a un trou dans la défense espagnole entre la forteresse de Namur et la forteresse de Mons. Et c'est pour combler ce trou que les Espagnols vont fonder la ville de Charleroi. Donc il y a vraiment une ville qui naît sur la logique du trou, une logique du trou qui va atteindre son paroxysme avec l'exploitation minière qui va faire rage dans ce territoire durant toute la révolution industrielle. Mais c'est là où c'est vraiment paroxystique, c'est que avant que la ville, le territoire soit pris par tous les trous, elle va être prise par les Français, puis par les Espagnols, puis par les Hollandais, puis par les Autrichiens, puis par les Français, puis par qui passe, par les Espagnols qui avaient oublié des affaires. Mais bref, c'est une ville qui change de parents adoptifs 15 fois en 150 ans avant d'être prise par les industriels et avant que les usines ne ferment et que la ville sombre vraiment au fond du trou, économiquement parlant. Et Charleroi, le roi Charles, c'est effectivement une ville qui naît sous une mauvaise étoile parce que à l'époque où la ville est fondée, on est en 1666. La ville est fondée en 1666. Donc 1666, 666, c'est le chiffre de la bête. C'est le chiffre de la bête. Donc la ville, excusez-moi, la ville, à chaque fois je... Enfin la ville... La ville naît sur... Laisse-moi... La ville naît... Est-ce que vous pouvez m'exorciser, s'il vous plaît? Je pense que c'est possible. Santé, voilà, je suis là. Donc la ville naît en 1666, avec un père un père spirituel qui est Charles II, qui est né du mariage de son père avec la nièce de son père. Son grand-père s'est marié avec sa cousine et son arrière-grand-père avec sa nièce aussi. Donc, un des plus forts taux de consanguinité d'Europe, je crois. Un record du taux de consanguinité au niveau des rois. Donc il se retrouve avec les handicaps qui vont avec, c'est-à-dire qu'il y a un prognatisme énorme, c'est-à-dire qu'il a les dents du haut qui sont derrière et les dents du bas, et comme ça. Et en plus il a une bouche démesurée et ça coule, enfin il bave du matin au soir. Il sait ni lire ni écrire, il ne sait pas se concentrer, il fait 6 crises d'épilepsie par jour. Il est atteint de syphilis congénitale et il ne fera jamais sa puberté. Heureusement, je dirais, sauf que sa disparition ne laisse pas de descendants, donc ça entraîne la terrible succession d'Espagne, la guerre de succession d'Espagne. Et on ne pouvait pas imaginer de pire modèle parental pour Charleroi et de pire aîné, finalement. Absolument, et la boucle est bouclée. Et vous me disiez quand même, c'est une de vos villes préférées finalement. Oui, parce que quand même, assez étonnamment, en étant né sous une aussi mauvaise étoile, la ville va réussir à rebondir
quand même. Elle est en train de rebondir, hein, notamment avec forcément l'aéroport de Charleroi-Nord, qui est plus connu sous le nom de l'aéroport de Bruxelles-Sud, le bioparc et le commissariat. Alors le commissariat géant, j'ai l'image là, je crois, si je ne me suis pas trompé, le commissariat géant, le Cacarolo, on avait appelé ça le Cacarolo, le commissariat géant de Charleroi, qui est magnifique, on dirait un gyrophare géant. Effet, ouais. C'est l'œuvre de Jean Nouvel, et il a vraiment fait un travail fantastique pour vraiment poser un surmoi très fort, très spectaculaire sur évidemment une ville, un territoire menacé par la déliquescence morale. Et ce qui est étonnant aussi à Charleroi, c'est ce qui nous a donné la piste du traitement, c'est que c'est la ville de Georges Lemaître, l'abbé Lemaître, hein, que personne ne connaît, mais qui a modélisé, tenez-vous bien, mathématiquement et physiquement, le trou noir. Eh oui. Le trou noir, astrophysiquement parlant, vous savez, c'est un endroit où la matière est attirée, ça sombre, enfin c'est l'horreur. Il n'y a personne qui a réussi à y aller parce que c'était trop dangereux. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'en modélisant le trou noir, figurez-vous qu'il a découvert que le trou noir menait à un trou blanc, d'où jaillit la lumière des étoiles, enfin des choses assez lumineuses, via un trou de verre, trou vert, troubadour, bon bref. Les Carolos se sont emparés du concept pour sortir du trou noir, ils sont passés par un trou blanc via des propositions artistiques. Bravo. Bravo Charleroi. Je vous invite à passer des vacances là-bas parce que c'est quasiment aussi beau que la Roure, mais c'est moins aménagé. En moins coloré. C'est plus sauvage que la Roure. C'est là qu'il faut aller en vacances si vous avez du courage, si vous avez la fibre poético-industrielle. Juste pour terminer, parce qu'on avait imaginé avec Charles Altenfer, l'urbaniste enchanteur de la NPI, on avait imaginé un traitement de choc pour aider la ville à se débarrasser de la figure paternelle du père. Donc on avait proposé à Charleroi carrément, je crois que j'ai des images, de se débaptiser en Charleroi. Alors Charleroi, ça peut paraître gratuit, mais c'est surtout en hommage à la bonne humeur qui fait rage dans cette ville et au chapeau de Charlot, qui est aussi le chapeau, non, le chapeau on le voit pas, de René Magritte, vous êtes obligé de me croire. René Magritte, dont la mère s'est suicidée à Charleroi. Mais c'est normal, c'est quand même mais ça va mieux, hein, rassurez-vous. Les gens se suicident moins là-bas. Enfin bref, deuxième point de traitement, je vais vite, c'est un PNSU classique. Ça, c'est vraiment un PNSU classique. C'est la place centrale de Charleroi et elle a été baptisée la place Charles II, hein, du nom du père maudit. Et donc, on voit bien que sur cette place, il n'y a aucune affirmation du moi. Il n'y a pas de statue de Louis XIV, il n'y a pas de statue du général de Gaulle, il n'y a même pas de statue d'Eddy Merckx, il n'y a vraiment rien. Sauf que, après enquête, on s'est aperçu qu'il y avait un puits ici, un puits qui menait à peu près ici à la nappe phréatique ici. Donc la place devrait s'appeler la place du trou, ou la place du puits, en hommage aux éditions Dupuis, hein, Spirou, tout ça, c'est beaucoup de couleurs, hein, pour essayer de compenser la noirceur du pays. Il y a l'imprimerie de Marcinelle qui est juste à côté d'ailleurs. Mais voilà, c'est là où sont édités tous les albums de Sparrow, de Tintin, enfin bref. Donc on avait imaginé, avec les travaux de l'abbé Lemaître, eh bien, de rebaptiser la place Charles II, la place de l'Étoile, avec un vortex. Il y a un jaillissement qui porterait un chapeau magritien de Charlot, enfin, et de rebaptiser la ville place de l'Étoile. La place de l'Étoile, ce qui va permettre d'ailleurs le bourgmestre à accepter l'idée. On a un projet de rebaptisation de cette place. De rayonnement. Oui, parce qu'en plus, justement, les Carolos ont découvert le traitement lors les vœux du maire, les vœux du bourgmestre, M. Magnette, qui a aimanté littéralement l'assistance. Voilà. Un cas extrême suit l'autre. Là, on était dans le fond du trou. Est-ce que, je crois que vous m'aviez dit que côté positif dans les exemples probants d'une ville qui fonctionne, qui se sent bien, il y a Genève.
En gros. Oui, ben, Genève, c'est vraiment l'inverse, c'est le pôle positif. C'est l'exemple d'une ville qui réussit, mais qui réussit trop quasiment. Ça devient dangereux pour les villes avoisinantes, même pour des pays entiers. Ce qui est intéressant dans nos cas extrêmes, c'est qu'on a dans Genève, ce qui est important dans Genève, lacaniquement, là on est dans du traitement purement lacanien, c'est le lac Léman. Le lac Léman, bien sûr, parce que derrière Léman, il y a cette espèce de champ magnétique géant qui se trouve à peu près ici, qui a tendance à attirer dans la région les métaux précieux. Les métaux précieux et les gens précieux aussi. Et ça, c'est incroyable. Depuis le début, ça marche comme ça. Et cette histoire d'aimant accompagne le territoire depuis l'origine et même jusqu'à aujourd'hui avec le CERN, le Centre d'études de recherche naturiste nucléaire, qui n'est ni plus ni moins qu'un aimant géant. Comme on le voit ici, confirmé. Un aimant tellement géant, figurez-vous, qu'on prévoit de l'agrandir jusque comme ça, à tel point qu'on le voit, la région va être cernée par le CERN. Et ça résonne avec une caractéristique typique de Genève, c'est son enclavement. Puisque si vous la regardez bien, elle est coincée au sud par la chaîne des Alpes, à l'est par le lac Léman et au nord par le massif du Jura, qui morphocartographiquement est intéressant parce que là, vraiment, on voit dessiner un bras, une main, soit donc un bras géant qui est à l'image de la force de travail des fiefés jurassiens qui ont aidé la région à se développer. Et à la coincée aussi, elle est représentée ici par une balle de tennis en hommage aux nombreux réfugiés tennisman qui vivent dans la région. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit que sa seule voie de sortie, c'est par là, c'est la Savoie. Sa voie de sortie, c'est la Savoie, c'est encore cohérent. Sauf que la Savoie, ça va être l'ennemi juré des Genevois pendant des siècles. Donc, coincés comme ils étaient, forcément, les Genevois, dès l'origine, n'avaient d'autre solution que de se tourner vers le ciel. Donc, ils se sont lancés dès l'origine dans des recherches spirituelles, comme le montre cette première représentation des habitants de la région, où on voit qu'ils essayent d'apprendre à marcher sur l'eau, avec plus ou moins de succès. Derrière des maisons sur Poglioti, donc des pauvres pêcheurs, etc. Je vais aller vite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Genève est un carrefour, donc ça va attiser son pouvoir d'attirance des métaux précieux. C'est la cité romaine de Genève. Une capitale pour la première fois, c'est la capitale des Burgondes, tout le monde s'en souvient. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, elle va connaître son premier cap d'expansion économique en étant rattachée au réseau des foires, où ici, c'était plutôt les draps, le nord, c'était beaucoup de textiles. C'était une époque où on tissait dans tous les coins, on tissait un peu partout. Cette région ressemblait à une immense tissotière. Et alors que de l'autre côté, on transitait des épices et de la soie qui venait à peu près d'ici, de l'Asie. Et Genève, on voit, était au milieu. Elle était reliée aussi à des villes italiennes qui l'ont initiée aux joies du capitalisme, au sens des affaires, qui étaient déjà présents dans la forme même du lac Léman, parce que ça ressemble à une plume qui servait jadis à signer les contrats. Sauf que, je vais vite, le roi de France, Charles IX et demi, on va dire, décide de transférer le réseau des Franches-Foires à Lyon, et la ville sombre dans la dépression, une période assez sombre qu'on voit ici. Et elle ne va retrouver la forme que grâce à la réforme. La réforme protestante, grâce au fameux Jean Calvin qu'on voit ici, qui va être victime des affres de Léman originel, parce qu'on va d'abord l'attirer pour lui demander de réformer Genève, avant de s'apercevoir qu'il avait mauvais caractère, donc lui dire de rentrer à Strasbourg, avant de lui dire de revenir pour qu'il réforme théologiquement, administrativement, économiquement une ville qui retrouve la forme, qui retrouve des formes, sa population est multipliée par 2, comme si
elle avait été engrossée par l'opération du Saint-Esprit. Et cette façon si particulière qu'ont les protestants de rentrer en contact direct avec le Seigneur, plutôt que de passer par des intermédiaires qu'on voit ici, trop souvent corrompus et indulgents, et qui ne pèsent pas lourd par rapport à la charge tellurique de la Bible qu'on voit ici. J'ai expliqué un peu pour que ce soit cohérent. Je pense que les gens suivent. Hein, ça suit. oui, c'est limpide. C'est important parce que c'est quand même la fête des protestants en ce moment. Bref. Bon, alors, vite, Genève devient la deuxième Rome, la Rome protestante. Elle est attaquée par les Savoyards qui avaient mis des casques grotesques, ce qui fait que les Genevois n'ont plus pris la guerre au sérieux après ça. Ils sont devenus pacifistes. C'est à cause des Savoyards. Bon, ça ressemblait à une soirée raclette, un carnaval, mais bref. Et donc, Genève s'entoure de remparts, elle ressemble à une étoile. L'étoile du protestantisme qui brille dans toute l'Europe jusqu'aux États-Unis. Sauf que trauma, la Genève est rattachée à la France pendant les périodes révolutionnaires. C'est vécu comme une vraie humiliation parce qu'elle se retrouve dans un département français à vivre en promiscuité avec la Savoie. Et donc, au sortir des guerres napoléoniennes, Genève se trouve une famille d'accueil. Même s'il s'agit d'une famille un peu décomposée, recomposée, puisqu'elle se rattache à la Confédération suisse. Et, ironie du sort, elle se retrouve avec un drapeau qui est exactement le drapeau de la Savoie. Et ça a été vécu comme une sorte d'humiliation, d'autant qu'à la même époque, à peu près 1850, ça peut être un cas d'école en psychanalyse urbaine, la ville entourée de remparts, donc une ville enceinte, elle se fait défoncer l'arrière-train par un train, et elle accouche de toutes sortes de faubourgs qui vont être peuplés d'une population ouvrière. Donc des rouges. Des rouges qui encerclent une oligarchie genevoise, souvent représentée par une croix blanche. Et donc voilà. Et ce drapeau est toujours mal vécu à Genève. D'autant que 12, 13, 14 novembre 1918, il y a eu des grèves terribles à Genève, dans toute la Suisse, au point qu'a failli naître une deuxième URSS bis, Union des républiques suisses socialistes. Et cette peur du rouge va se poursuivre avec l'habitude que vont avoir les Suisses de se construire des abris antinucléaires pendant la guerre froide. Ils sont transformés en frigo aujourd'hui, enfin bref. Et comment va compenser Genève? Parce que Genève est intelligente. Elle va inventer la Croix-Rouge, bien sûr. Henri Dunant, Genève, qui va utiliser ce drapeau où les Blancs reprennent le pouvoir sur les Rouges. Eh oui. Elle se trouve sa propre résolution quasiment seule, presque sans l'aide de la NPU. Bien sûr, elle a trouvé son traitement toute seule. On n'était pas là à l'époque. En tout cas, elle va reprendre le pouvoir et devenir capitale. Elle va prendre le pouvoir aussi sur le monde entier, puisque la Croix-Rouge va se répandre dans le monde entier, au point que Genève va accueillir la Société des Nations et puis le siège de l'ONU. Le siège de l'ONU qu'on voit ici. C'est un monument qui a été offert par Handicap International. C'est pour ça qu'il y a un banc à pied. Alors j'en viens au treatment parce que ça peut intéresser tout le monde. C'est que, bon, après, qu'est-ce qui se passe? Allez, ça c'est Annemasse. Annemasse, c'est une ville avoisinante, mais elle n'a pas eu de chance. Enfin bref. Vous parliez tout à l'heure de jaillissement forcé de Genève. Vous allez voir, vous allez être servi. Guerre 39-45, Genève voit sa dimension de carrefour attisée parce qu'elle se retrouve à la limite de la zone occupée, de la zone libre, la zone occupée, plus les belligérants. Donc elle va accueillir durant la guerre toutes sortes des résistants, des réfugiés, des espions, mais aussi des businessmen. Ce qui fait que les experts interrogés sur place disaient que la Suisse avait été pauvre avant la guerre 39-45 et est devenue subitement riche après la guerre 39-45. Parce que ça a réveillé le pouvoir attracteur de l'aimant originel.
Et ce pouvoir attracteur s'est renforcé après la guerre 40 avec des mallettes, hein, tout un système de mallettes que vous connaissez bien, qu'on a pu tester, au point qu'aujourd'hui, Genève, c'est la capitale mondiale de la finance. Elle accueille toutes sortes de sièges sociaux des grandes entreprises, des ONG, avec comme élément symbolique fort ce G. Ce G, qu'en psychanalyse urbaine, on peut considérer comme une sorte d'éjaculation géante, quasi permanente, et d'autant plus inquiétante qu'elle retombe, semble-t-il, sur le point G du lac. Et ça fait un effet GG qui ne fait qu'attiser la libido de la ville, qui fait l'amour avec elle-même à cause de l'aimant. Donc c'est un effet GG mental. Qu'est-ce qu'il fait cet effet GG? Il attise le côté G+, de la ville. J'ai plus que tout. J'ai plus qu'il m'en faut. Et ce côté G+, qu'est-ce qu'il fait? Il attire les G-. Les G- que rien. Les G- que rien, qui sont les frontaliers, qui sont attirés par l'aimant originel. Et avec les accords de Schengen, ça a été les frères des frontaliers et les cousins des frontaliers, les arrière-petits-cousins. Et donc, il y a aujourd'hui une ville, un pays qui est complètement encerclé par les G-. Les G- qui essaient de rentrer par tous les orifices. Ce qui fait que ça fait des encombrements routiers monstrueux à Genève, au point que les Genevois sont obligés de laisser leur voiture dans leur emballage. Ça crée énormément d'étalement urbain, puisque les Genevois sont obligés de se loger en France. Les Gémois, ils sont obligés de se loger un peu vers Oyonnax. Et les pauvres Français qui ont des salaires 3 fois inférieurs aux Genevois sont obligés de se loger dans la banlieue de Lyon ou dans l'arrière-pays niçois. C'est un effet paroxystique, c'est le contraire du trou noir, c'est troublant d'ailleurs. Donc, comme traitement, on avait imaginé des logements géants totémiques, inspirés des divers croix de Genève, dont la Croix Bleue, hein, qui était un mouvement qui luttait contre l'alcoolique et dont le principe a été récupéré par les Croix Bleues, des bonbons qu'on peut utiliser pour lutter contre l'alcoceste. Ça marche bien. Ça marche vraiment bien, c'est impeccable. Et donc, c'était des logements géants qui étaient reliés entre eux par du THC, un transport hors du commun, téléphérique, et puis des stations à thème comme à Annemasse, où on voulait relancer la tradition de massage là-bas, des relayage à volonté, des centres de massage pour essayer de déstresser les Genevois qui travaillent énormément. C'est quand même la ville qui consomme le plus de cocaïne au monde, d'après notre enquête. Enfin bref, je termine parce qu'on a trouvé le traitement dont je voulais parler. Voilà. J'en arrive là parce que pour revenir à la logique rouge-blanc, c'est que cette année se célèbre en même temps le 500e anniversaire de la Réforme et le 100e anniversaire de la révolution communiste, soviétique on va dire plutôt. Alors 1517, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Martin Luther qui s'aperçoit quand même que l'idée qu'avait à l'époque le Vatican d'obliger les gens à payer leur droit d'entrée au paradis, c'était quand même bizarre. C'était le système des indulgences. Il s'oppose au système des indulgences. Et l'indulgence, c'est quand même aussi un sentiment contemporain. Et pour protester, il imagine 95 réformes, des petits textes qui placardent dans sa ville. C'était un acte plastique en même temps. Alors que 1917, ça va être bien fêté en Allemagne, tout le monde se prépare, tout le monde prépare ses cotillons, enfin ça va être la fête. Une fête protestante, c'est difficile à imaginer, c'est des gens un peu austères, mais ils vont peut-être se mettre quelque chose sous les yeux, enfin bref, ils vont boire un verre de bière, un demi-verre de bière. Enfin, ils vont bien s'amuser. Par contre, la fête de 1917, personne ne l'organisait. Enfin, tout le monde a un peu honte. Alors quand même, le communisme, il y avait des belles idées généreuses. Donc on a essayé d'imaginer quelles pouvaient être des 95 propositions de réforme en les placardant, non pas sur les murs, mais en utilisant à Genève ce qui fait l'affirmation du moi local. Ce sont les enseignes lumineuses qui sont disposées sur les toits
des grands hôtels. Donc on voulait travailler là-dessus, avec des mantras qui permettent aux gens de réfléchir sur l'indulgence et sur le communisme mélangé dans un haut lieu du capitalisme. Enfin, waouh, c'était pas facile. Bon. Donc on a imaginé des mantras, on essaye ça par exemple, on a essayé ça. L'armement, Nikea. Je sais pas si vous lisez. Tu es Dieu, ça c'est intéressant. L'éternité vous regarde. Bon là on en a fait. Enfin voilà, c'est le traitement qu'on avait imaginé, mais qui là, pour le coup, c'est une sortie du disque. Possible, en effet, on peut imaginer qu'un traitement, c'est ce que vous avez déjà imaginé dans la psychanalyse urbaine, qu'un traitement adapté à l'homme soit transféré à la ville, et donc là peut-être à la France, et si ce n'est à l'humanité entière. Et je crois que vous avez une petite contribution avec cette image du disque rayé. Peut-être aussi une solution, c'était de chanter soi-même la partie endommagée du disque. Pourquoi pas. Et vous arrivez avec une proposition en cours très forte, qui est un grand schéma, peut-être votre chant à vous, votre... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Hein. Oui, alors j'ai justement, oui, effectivement, j'ai effectivement imaginé un schéma névroconstructeur géant. C'est vraiment trop. Je sais pas si c'était un peu trop grand, mais bon, pour synthétiser à la fois les recherches qu'on a menées sur le disque rayé, mais aussi présenter une esquisse de ce que pourrait être une psychanalyse urbaine du monde entier. Non, c'est quand même... Dont le résultat sera donc le 24 décembre 2017. Voilà. Est-ce que avant ça, je parle un peu de Cherbourg ou d'Alger ou ça s'intéresse pas alors je ne sais pas si on a tout notre temps ou pas, parce que je vais vous dire en catimini l'heure qu'il est, mais c'est 19h30 déjà. Ah déjà. Les gens doivent être épuisés. Je vais présenter ça rapidement. Il est déjà 10. Rappelons que vous avez un ouvrage, les gens pourront aller se documenter. Attendez, est-ce que ça serait bien que vous preniez... Attendez, vous preniez peut-être votre micro. Ah oui, tiens, calme. Vous arrivez à lire un peu? Un petit peu quand même. Alors, juste pour vous comprendre comment c'est construit, c'est que j'ai commencé par encadrer le schéma névroconstructeur par une citation de Sigmund Freud, qui est extraite de Malaise dans la civilisation. Un ouvrage qu'il écrit dans les années 30, au moment où ça chauffe pas mal en Autriche et un peu partout en Europe, et il arrive à imaginer un parallèle entre l'individu et la société, la civilisation. Donc je vais juste lire ça parce que c'est intéressant. Il nous dit: si l'évolution de la civilisation présente de telles ressemblances avec celle de l'individu, et que toutes deux usent des mêmes moyens d'action, ne serait-on pas autorisé à porter le diagnostic suivant: la plupart des civilisations ou des époques culturelles, même l'humanité peut-être, ne sont-elles pas devenues névrosées sous l'influence des efforts de la civilisation même? Et ça, c'est exactement le surmoi. Le problème du surmoi, c'est que parfois, le ça de la nature a été tellement contrôlé que finalement, les gens s'ennuient. C'est un peu une pathologie qu'on a vraiment remarquée dans toutes nos enquêtes pendant 10 ans. C'est que souvent, la névrose surorganisationnelle est terrible. Les gens organisent tellement qu'on ne peut plus respirer. Alors que quand c'est pas bien organisé, il y a plus de place à l'erreur, à la légèreté et à des inventions. C'est ça le principe. Alors, pour aller, je explique. Bon là, ce que j'ai essayé de retenir, c'est le moi civilisationnel, le disque.
Le disque rayé, qui tourne en rond, donc une civilisation qui tourne en rond sur elle-même, parce qu'elle tourne en rond, parce qu'elle utilise les mêmes outils qu'il y a pendant les 30 Glorieuses, alors qu'il y a eu des nouvelles technologies depuis, donc elle reste sur ces mêmes principes. Et à force de tourner en rond, elle creuse un trou. Donc il y a la logique du trou noir qui se met en place là. Bon, c'est un peu le moi. Enfin bref, c'est un peu ça l'idée. Le surmoi. Alors surmoi, ça contrôle le ça qui est là, et qui est les pulsions de la nature, la violence, la délinquance sexuelle, enfin l'inceste, tous ces machins-là. Donc c'est là. Et le surmoi contrôle ça. Ça fait naître le moi. Et le surmoi, aujourd'hui, il est en train de s'effriter. Tout ce qui est armée, nation, école, culture et religion, ça s'effrite. Tout s'effrite. Et même s'il y a certaines religions qui sont encore en forme, globalement, c'est un peu la cata, il n'y a plus de surmoi. Et ça laisse les pulsions du ça remonter. Et aussi se mettre en place l'idéal du moi, le moi-moi-je, né de l'utilisation abusive des nouvelles technologies, très narcissiques. Ah, pourtant c'était intéressant. J'ai l'impression que les gens y suivent ou pas. Enfin. Donc on a un surmoi qui est carrément comprimé par le surmoi cathodique, qui a remplacé le surmoi catholique. Non, cathodique. Cathodique. Et effectivement, on a un effritement du surmoi qui va peut-être être remplacé carrément par un surmoi assuré par les réseaux sociaux, où les gens finalement, via les réseaux sociaux, n'arrêtent pas de s'espionner. C'est un système d'espionnage interactif, d'auto-espionnage, avec une culture du ragot, quelque part. Le surmoi va être un ragot géant, en fait. Tout va se jouer à base de ragot. Donc ça, c'est l'effritement du surmoi. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en tension des recherches que je mène actuellement en astrophysique et là en mécanique quantique. Donc au niveau astrophysique, derrière la barrière de Planck, qui porte bien son nom, barrière de Planck, se cache le Big Bang et une tension entre l'espace et le temps, une sorte de mélasse. Sauf que le temps a gagné, il entraîne l'espace vers l'infini. Et l'espace ne peut rien faire, quoi. Il se laisse faire par le temps. C'est un drame total parce que le temps n'arrête pas d'accélérer, l'espace part vers l'infini. Ce qui fait qu'il y a énormément de planètes qui sont solitaires. Enfin, elles n'ont pas d'amis. Sprint et solitude, voilà, c'est ce que vous avez... Sprint et solitude, c'est vraiment le combat de l'espace et du temps. Et le sprint et la solitude, c'est un peu à l'image de notre société. Alors qu'au niveau mécanique quantique, je ne vais pas expliquer le camembert originel, mais il y a vraiment la matière qui a essayé de créer la vie, mais en même temps elle a imaginé la mort pour lutter contre les gens voient bien. Venez. Mais on n'a qu'à faire passer le document, peut-être. Oui, on n'a qu'à faire passer le document. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est de lui faire comme une sorte de slam, voilà, mais voilà. oui. Mais c'est-à-dire comme ça. Voilà. Vous avez qu'à vous le passer entre vous, vous expliquez. Profitez-en évidemment pour lire. Attention, c'est un document unique. Alors il reste 6 mois jusqu'au 24 décembre pour compléter ce document. Non, mais je voulais juste dire qu'en fait, par rapport à la vie, à l'obsolescence programmée, un concept qui peut être intéressant. L'obsolescence programmée de la vie. De la vie. Qui a été imaginé par la matière, fait qu'en fait, il faut se rendre compte que chaque fois qu'on vit, il faut essayer de mourir en même temps. Sinon, on se retrouve éternel et c'est vraiment ennuyeux. C'est hyper ennuyeux de vivre 1 milliard d'années. Il faut arrêter de penser que c'est intéressant. Chut, on s'entend plus. Et en fait... il y a un concept qui est intéressant mais un peu douteux, c'est qu'on s'est aperçu durant cette enquête que les organismes multicellulaires étaient capables de provoquer le suicide de certaines cellules pour pouvoir rester en équilibre avec l'environnement nutritif. Donc quand il y a un danger de baisse de l'environnement nutritif, il y a des cellules qui sont capables de se suicider. Et l'apoptosie, ça peut être... C'était ce que vous proposiez d'ailleurs dans certains de vos travaux, cet hôpital de la dernière chance. Oui, l'hôpital de la dernière chance. L'apoptosie.
Bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce que je vais dire, pour terminer, franchement, parce que ça... Personne n'a fait d'annotation. Non, j'ai l'impression que visiblement. personne ne comprend. Enfin bref, ici, pour sortir du disque rayé, deux possibilités. Soit le concept de spirale, on part en spirale, le cercle s'ouvre et hop, on trouve une voie d'accès vers l'infini, par exemple. Soit, pour sortir du cercle, eh ben, on utilise la stratégie du rond-point. Et la stratégie du rond-point, qu'est-ce que c'est? C'est que trois directions se dessinent. Et c'est peut-être là, c'est à la fois un danger, mais c'est une façon de mieux se repérer, c'est que peut-être que l'humanité, ici, est en train de se séparer en trois humanités. Il y a l'humanité des demi-dieux, c'est-à-dire des transhumanistes, qui essayent d'être justement éternels, gagnent énormément d'argent, c'est un peu les patrons du supermarché géant. Et eux, on ne les voit pas, hein, ils vivent dans des bunkers, dans des gated communities, des îles artificielles, des paradis fiscaux, donc c'est eux qui tiennent les rênes. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est eux qui ont le pouvoir financier. Là, c'est l'humanité zéro, hein, c'est les laissés pour compte. Ceux qui sont au fond du trou, ils n'ont pas d'emploi, pas de perspective, ils sont attirés vers le bas, vers la violence. C'est toute une partie de la population qui est en plein désarroi et qui crée de l'extrémisme, qui crée des réflexes violents. Et il y a une troisième humanité qui se dessine, c'est les canuts. Ce qu'on appelle en psychanalyse romaine les canuts, c'est-à-dire du nom des canuts lyonnais qui travaillaient dans la soie, c'est-à-dire ils tissaient, hein, ils créaient du lien avec le tissage. Ils avaient leur métier à tisser chez eux et ils créaient toutes sortes de liens avec les canuts alentours. Ils ont créé les premiers syndicats, les premières coopératives, les premiers systèmes mutualistes. Et c'est presque ceux qu'on appellerait aujourd'hui, je suis là, les bobos d'aujourd'hui, mais vous avez choisi un autre terme, c'est ça? Oui, j'ai cherché un autre terme, ouais, parce que c'est assez péjoratif. C'est fatigant d'entendre ce mot. Je comprends. Voilà. Et puis, ça casse la logique du bourgeois ouvrier, la lutte des classes. Et les canuts d'aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent avec leur métier à tisser, c'est leur ordinateur, ils travaillent avec et ils créent des liens. Ils sont en empathie avec l'humanité zéro, ils sont en rejet de l'humanité des demi-dieux et ils cherchent toutes sortes de solutions pour sortir justement de cette séparation de l'humanité qui va créer la violence, qui va créer de la répression et qui va créer peut-être des systèmes d'extermination de l'humanité zéro. Donc il y a une piste de lien qui va servir sans doute de pied de biche poétique pour sortir du cercle et créer l'effet spirale. C'est QFD. Est-ce que vous avez des questions? On n'a qu'à laisser on n'a qu'à laisser le document ici. Les gens viennent d'en voir, mais c'est un brouillon. C'est un brouillon. C'est une base de recherche parce qu'il nous reste quand même... Encore 6 mois, il vous reste 9 mois. Je vais trop vite en besogne. Pour essayer de trouver améliorer le procédé, discuter pour rendre un travail un peu plus cohérent. Laurent, oui. Voilà, on a oublié Alger parce qu'on a été pris par le temps. Alors Alger, ça a été pour nous une enquête extrêmement douloureuse parce qu'arrivé sur place, on s'est aperçu quand même que les Français qu'on était étaient un peu l'élément constitutif de la névrose de la ville, du pays entier. Donc on a subi des effets de contre-empathie. On avait tendance à se flageller tous les soirs après l'enquête. Parce qu'effectivement, ce qu'ont fait les Français là-bas n'était pas très glorieux, même catastrophique. Hein. Donc, massacre c'est surtout 1830, le massacre d'un tiers de la population. Après mettre la population dans le système d'indigénat, puis après quand même d'utiliser les habitants pour la chair à canon, pour en faire des soldats, avant le massacre des Sétifs en 1845, où là vraiment les Algériens se sont arrachés les cheveux d'après ces massacres de Sétifs. C'est une blague là-bas, j'ai le droit. Les accords d'Évian,
les accords d'Évian, un peu nébuleux. Et tout ça fait naître un fils de tout ça, Front islamique du salut. Et au final, on se retrouve avec un pays, une ville qui a l'image de son président, quoi, à moitié mort. Ou carrément mort, mais bon, personne ne le sait. Ouais. Personne le sait. Donc c'est quand même une histoire douloureuse, mais on a mis au point une conférence qui est vraiment intéressante, qui a ému les habitants là-bas, les Français aussi. Et c'est ce qui serait intéressant si on veut vraiment résoudre la névrose coloniale, commencer à la résoudre, ce serait que le Théâtre du Rond-Point, je lance un appel, programme cette conférence pendant 2 ou 3 mois en suivant, et qu'on accueille ici, aux Champs-Élysées, les collégiens et les lycéens venus des villes avoisinantes de Paris, qui vivent mal ce problème de colonie. Et ça pourrait permettre de sortir de la névrose. Et puis, si le rond-point est aussi généreux qu'on le sait, c'est qu'on pourrait aussi financer une enquête sur les pays d'Afrique noire, l'Indochine et les Antilles. On est prêt à relever le défi. Bon, Cherbourg, vous voulez parler de Cherbourg? Non. Cherbourg, oui. Oui, Cherbourg, c'est aussi un lieu qui marche bien. C'est une ville qui marche bien au niveau emploi, notamment au niveau du centre de retraitement des déchets de la Hague. Le chantier de la nouvelle centrale, ça fait de l'emploi. Et ce qui est surtout fascinant, c'est le chantier des sous-marins nucléaires. Ça, c'est vraiment la sortie du disque par le génie humain, parce que c'est quand même des suppositoires géants. Ils font 100 mètres de long avec un attirail de fou à l'intérieur et qui ne fait pas plus de bruit qu'une crevette. C'est le cahier des charges. Ah oui. C'est le cahier des charges, un suppositoire de 100 Géant. mètres, il fait des milliers de tonnes, ça coûte même pas un bras, mais des millions de bras, enfin des milliards de bras, ça coûte des centaines d'hôpitaux, des centaines d'hôpitaux, bref. Et le carnet de commandes est rempli jusqu'en 2040. Et ce qui était intéressant, c'est que l'ingénieur qui nous racontait ça, il disait ouais, moi, c'est pas mal, c'est un super. Celui-là, il est bien parce que grâce à ces 5 missiles nucléaires, on peut facilement, on peut faire 2-3 milliards de victimes en appuyant sur un bouton. Mais ce qui était drôle, c'est que la capacité du parc atomique français à faire des victimes, c'est de l'ordre de 5 ou 6 planètes. Et il y a 4-5 puissances du même genre, donc il y a de quoi réduire en bouillie aux 25 planètes. Alors, ce qui est là où ça devient absurde, c'est que les planètes sont très loin. Et les attaquer avec des sous-marins, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quand même une ville qui s'en sort bien. C'est drôle cette position on a le Cotentin un petit peu comme ça, et finalement elle se trouve là, index à montrer quelque chose, un modèle de réussite, peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on va arrêter, mais je vais remercier l'équipe je voulais remercier l'équipe de l'ANPU avant de terminer. C'est Charles Altorfer, l'urbaniste enchanteur, qui m'a accompagné durant toutes ces années pour faire les photos, les projets que vous avez vus. Fabienne Kemener, qui est parmi nous ce soir, qui est agent de liaison, qui est copilote aussi de l'ANPU. Je voulais remercier Clémence Jost, qui est parmi nous, qui nous a rejoint cette année pour faire une psychanalyse de l'ANPU, ce qui a provoqué une crise terrible au sein de l'agence. On n'est pas sûr de continuer. Peut-être qu'on va se scinder en trois entités. Il y a Charles Altorfer qui s'occuperait de l'ALU, l'agence locale d'urbanisme enchanteur. Moi, je travaillerai sur la UPA, je pense. J'ai envie de travailler à l'international. J'ai envie d'attaquer la Chine. Et j'ai envie de résoudre le problème israélo-palestinien. Je crois que j'ai des idées. Je vais y arriver. Et Fabienne va s'occuper de l'agence Turlututu. C'est une agence qui va essayer de redynamiser la ruralité pour entamer un basculement ville-campagne. C'est très courageux. Elle est très forte en turlututu. Elle arrive à faire des chansons entières. Justement, elle fait de la sortie de disque par le turlututu. D'accord. Et elle va nous faire une démonstration là, au bar. C'est un peu l'équivalent du kazoo, mais... Du kazoo. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre?
Vous avez de beaux yeux. Ben, merci Claire Wynot de m'avoir aidé à rendre ces propos beaucoup plus cohérents. Je pense que j'y ai œuvré, en tout cas j'ai mis toute ma belle énergie. Est-ce qu'il y a une ultime question? Peut-être qu'on peut se retrouver Peut-être autour d'un on peut- drink. Autour d'un drink, j'apprécierais, oui. Bien sûr. Et je crois que vous dédicacez votre ouvrage Ah oui, oui. La ville sur le divan. ouais, la ville sur le divan, c'est vrai. à la librairie À l'entrée du magasin. Du rond-point. Voilà. Du rond-point. Bah, merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci vraiment. Et j'espère qu'on se reverra. C'est quoi? À tout de suite.